Vous avez bien entendu ce qui se passe en ce moment au Congrès américain? 140 membres de la Chambre des représentants, incluant un nombre significatif de républicains, ont voté pour faire avancer des articles d'impeachment contre le président Trump. Avant de commencer, je vous demande de laisser un like sous cette vidéo. Les algorithmes vont ainsi la promouvoir auprès d'une audience plus large. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur ce que vous en pensez. Et pendant ce temps, Minneapolis brûle. Des manifestations massives se déroulent quotidiennement. Et nous observons quelque chose qui pourrait potentiellement évoluer vers un scénario que personne ne veut vraiment envisager, mais que nous devons discuter. Une possible guerre civile aux États-Unis. Laissez-moi vous expliquer exactement où nous en sommes, quelles sont les dynamiques en jeu et ce qui pourrait se passer si cette situation continue à dégénérer. Commençons par les faits concrets. Le représentant Al Green du Texas a soumis plusieurs résolutions d'impeachment contre Trump. L'une concerne l'opération militaire non autorisée contre l'Iran en juin 2025, où Trump a frappé des installations nucléaires sans autorisation préalable du Congrès. Une autre concerne ses appels à l'exécution de membres du Congrès et ses menaces contre des juges fédéraux. Une troisième concerne l'opération militaire au Venezuela début janvier. Et le 11 décembre 2025, 140 membres du Congrès ont voté pour faire avancer ces articles d'impeachment. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un vote symbolique que nous pouvons ignorer. C'est un tiers de la Chambre des représentants disant officiellement que le président a commis des actes qui justifient sa destitution. Et voici ce qui rend cela extraordinaire. Parmi ces 140 votes, il y avait des républicains. Le représentant Don Bacon du Nebraska, vétéran de l'Air Force, a déclaré publiquement qu'il pencherait vers l'impeachment si Trump envahissait le Groenland. D'autres républicains ont exprimé leurs préoccupations concernant les opérations militaires non autorisées. Nous voyons des fissures dans la loyauté républicaine envers Trump, qui était impensable il y a seulement un an. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même au sein de son propre parti, Trump perd du soutien. Pas complètement, pas massivement, mais suffisamment pour rendre un impeachment théoriquement possible. Maintenant, réfléchissons à ce qui se passerait si le processus d'impeachment avançait réellement. La Chambre a 435 membres. Vous avez besoin de 218 votes pour que les articles d'impeachment passent. Les démocrates contrôlent 213 sièges. Si seulement 5 républicains supplémentaires votèrent avec les démocrates, vous auriez assez de votes. Est-ce que cela va arriver? Honnêtement, probablement pas dans l'immédiat. Mais, et c'est crucial, si la situation à Minneapolis continue à se détériorer, si plus d'incidents comme celui de René Good se produisent, si les protestations s'intensifient et deviennent plus violentes, alors vous pourriez voir plus de républicains modérés décider qu'ils doivent se distancier de Trump pour leur propre survie politique. Parlons maintenant de Minneapolis, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Depuis la mort de René Good, le 7 janvier, la ville est dans un état de protestation constante. Des milliers de personnes manifestent quotidiennement contre l'ICE et contre Trump. Des confrontations violentes éclatent entre manifestants et agents fédéraux. Alex Pretty, un observateur juridique, a été blessé par balle par des agents du DHS le 24 janvier. Nous avons maintenant 2 personnes ayant subi des traumatismes mortels ou critiques aux mains d'agents fédéraux en l'espace de 2 semaines et demie. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a dit aux agents de l'ICE de foutre le camp de sa ville. Le gouverneur du Minnesota refuse de coopérer avec les opérations fédérales. La police locale ne répond pas aux appels à l'aide des agents fédéraux. C'est une confrontation directe entre une ville, un État et le gouvernement fédéral. Et historiquement, quand vous avez ce genre de confrontation aux États-Unis, quand vous avez des gouvernements locaux refusant d'obéir aux ordres fédéraux, quand vous avez des citoyens descendant dans les rues par milliers pour s'opposer au gouvernement fédéral, vous êtes dans un territoire très dangereux. Rappelez-vous les années 60. Rappelez-vous la déségrégation. Rappelez-vous Little Rock, en Arkansas, où le président Eisenhower
a dû envoyer l'armée pour forcer l'intégration des écoles. Rappelez-vous les émeutes urbaines après l'assassinat de Martin Luther King en 1968. L'Amérique a une histoire de violence domestique quand les tensions raciales et politiques atteignent un point de rupture. Alors posons la question que personne ne veut vraiment poser, mais que nous devons envisager. Et si cela dégénère en guerre civile? Maintenant, je ne dis pas que c'est inévitable. Je ne dis même pas que c'est probable. Mais je dis que c'est possible. Et nous devons réfléchir à ce scénario. À quoi ressemblerait une guerre civile américaine moderne? Ce ne serait pas comme 1861 avec deux armées uniformisées se faisant face sur des champs de bataille. Ce serait une insurrection urbaine fragmentée, une guérilla dans les villes, des affrontements entre manifestants et forces fédérales, potentiellement des gardes nationales d'État refusant d'obéir aux ordres fédéraux, peut-être même des unités militaires, se fractionnant selon des lignes politiques. Imaginez Minneapolis, mais dans 20 ou 30 villes simultanément. Imaginez Portland, Seattle, Chicago, New York, Los Angeles, toutes avec des protestations massives contre les opérations fédérales. Imaginez des gouverneurs d'États démocrates ordonnant à leur garde nationale de protéger leurs citoyens contre les agents fédéraux. Imaginez Trump déclarant une loi martiale et certains États refusant de la reconnaître. Vous commencez à voir comment cela pourrait rapidement spiraler hors de contrôle. Et maintenant, voici où les choses deviennent géopolitiquement vraiment intéressantes. Que se passerait-il si des puissances étrangères décidaient d'exploiter ce chaos américain? Spécifiquement, que se passerait-il si la Russie décidait de sponsoriser et de soutenir ces mouvements protestataires exactement comme elle le fait actuellement en Afrique? Regardez ce que la Russie a fait dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Elle soutient des coups d'État, elle finance des groupes rebelles, elle fournit des mercenaires Wagner pour renverser des gouvernements pro-occidentaux et installer des régimes pro-russes. Elle a systématiquement expulsé l'influence française et européenne de toute cette région en l'espace de quelques années. Imaginez si la Russie appliquait cette même stratégie aux États-Unis. Financer des groupes protestataires, fournir de l'argent pour organiser des manifestations plus grandes, utiliser les médias sociaux et la propagande pour amplifier les divisions, peut-être même infiltrer des provocateurs pour transformer des protestations pacifiques en émeutes violentes. Le but ne serait pas nécessairement de renverser le gouvernement américain. Ce serait simplement de créer assez de chaos pour paralyser les États-Unis, pour les rendre incapables de projeter du pouvoir à l'étranger, pour détruire leur crédibilité comme leader démocratique mondial. Et franchement, de point de vue russe, ce serait du génie stratégique. Vous dépensez quelques centaines de millions de dollars en opérations d'influence et de déstabilisation. Et en retour, vous obtenez une Amérique tellement consumée par ses propres problèmes internes qu'elle ne peut pas s'opposer à vos ambitions, en Ukraine, en Europe de l'Est, partout ailleurs. C'est exactement le genre d'opération que les services de renseignement russes excellent à conduire. Et, avec les réseaux sociaux modernes, c'est plus facile que jamais. Quelques fermes à trolls à Saint-Pétersbourg, quelques millions de dollars pour des bots et de la publicité ciblée, et vous pouvez amplifier n'importe quelle division sociale américaine jusqu'à des proportions massives. Maintenant, je dois mentionner quelque chose d'extrêmement sensible, mais important. Des documents récemment déclassifiés concernant Jeffrey Epstein ont révélé des connexions troublantes avec de nombreuses personnalités politiques et d'affaires, incluant certaines associations avec Trump. Je ne peux pas et ne veux pas spéculer sur la nature exacte de ces connexions ou faire des accusations spécifiques sans preuve juridique. Mais ce qui est certain, c'est que ces révélations ajoutent encore une autre couche de vulnérabilité politique pour Trump. Si des informations compromettantes émergent, qui documentent des associations ou des comportements inappropriés, cela pourrait fournir encore plus de munitions pour ceux au Congrès qui veulent le destituer. Et plus important, cela pourrait éroder encore plus son soutien public, rendant politiquement plus facile pour les républicains de l'abandonner. Alors, où cela nous mène-t-il?
Je vois plusieurs scénarios possibles se dérouler au cours des prochains mois. Scénario 1, la désescalade. Trump recule sur ses opérations d'application de l'immigration les plus agressives, retire des agents fédéraux de Minneapolis, fait des gestes conciliateurs envers le Congrès. Les protestations s'apaisent graduellement. L'impeachment perd de l'élan parce qu'il n'y a plus de nouvelles provocations. Tout le monde respire un soupir de soulagement et on évite la crise constitutionnelle majeure. C'est le meilleur cas, mais franchement, basé sur tout ce que nous savons de la personnalité et du comportement de Trump, cela semble le moins probable. Trump ne recule jamais. Il double toujours. Scénario 2. L'escalade graduelle. Les protestations à Minneapolis continuent et s'étendent à d'autres villes. Plus d'incidents violents se produisent entre manifestants et agents fédéraux. La pression pour l'impeachment augmente au Congrès. Peut-être que la Chambre vote effectivement pour destituer Trump, mais le Sénat l'acquitte encore une fois suivant des lignes largement partidaires. La situation reste tendue, mais contenue. Un état de crise semi-permanente, mais pas une rupture complète. C'est probablement le scénario le plus probable. Une Amérique divisée, des protestations continues, une paralysie politique, mais pas encore une guerre civile ouverte. Scénario 3. La rupture. Quelque chose de catastrophique se produit. Peut-être que les agents fédéraux infligent des blessures mortelles à plusieurs manifestants lors d'une seule confrontation. Ou peut-être que Trump ordonne effectivement l'invasion du Groenland et le Congrès vote pour l'impeachment avec un soutien républicain significatif. Les protestations se transforment en émeutes généralisées dans des dizaines de villes. Des gouverneurs ordonnent à leur garde nationale de s'opposer aux forces fédérales. Trump déclare une loi martiale. Certains États refusent de la reconnaître. Et soudain vous êtes dans un scénario de guerre civile où différentes parties du pays ne reconnaissent plus l'autorité du gouvernement fédéral. C'est le pire cas, et Dieu merci, c'est encore assez improbable, mais ce n'est plus dans le domaine de l'impossible comme ça l'aurait été il y a quelques années. La tragédie ultime ici est que tout ceci est évitable. Si Trump gouvernait avec même un minimum de retenue, s'il respectait les limites constitutionnelles de son pouvoir, s'il cessait d'utiliser la force fédérale contre ses propres citoyens, cette crise n'existerait pas. Mais Trump est fondamentalement incapable de retenue. Il voit tout défi comme une menace existentielle qui doit être écrasée. Il ne comprend pas le compromis ou la désescalade. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette situation dangereuse où l'impeachment est activement discuté au Congrès et où des villes américaines ressemblent à des zones de guerre. Je continuerai à suivre cette situation très attentivement dans les semaines à venir. Nous sommes à un moment extraordinairement fragile de l'histoire américaine. Les décisions prises dans les prochains jours et semaines détermineront si l'Amérique peut naviguer cette crise sans fracture permanente de son tissu social et politique. Restez avec moi, mes amis. L'histoire se déroule devant nos yeux.